Imaginez un homme si riche que sa fortune dépasserait celle de tous les milliardaires actuels réunis, un homme qui à lui seul possédait 1,5% de toute la richesse américaine. Découvrez comment cet enfant pauvre est devenu le plus grand capitaliste de tous les temps et pourquoi son histoire pourrait vous inspirer à bâtir votre propre empire. John Davidon Rockefeller naît le 8 juillet 1839 dans la petite ville de Richford, dans l'État de New York. Son père, surnommé Devil Bill, est un escroc notoire qui pratique l'usure en accordant des prêts à 12% à des fermiers insolvables. Quand ces fermiers se font défaut, Devil Bill récupère simplement leurs fermes mises en gage. Mais ce n'est pas tout. Cet homme est également voleur de chevaux, coureur de jupons et charlatan vendant 2 élixirs sous le pseudonyme Dr Livingstone. Dès son plus jeune âge, John apprend une leçon cruciale de son père. Le commerce est une compétition sans pitié où tous les coups sont permis. Devil Bill disparaît régulièrement pendant des mois sans donner de nouvelles, puis réapparaît les pochettes pleines de cadeaux pour ses 6 enfants. Pendant ces longues absences, la famille Rockefeller doit survivre avec presque rien. La mère de John, Eliza, lui inculque alors un principe fondamental, le gaspillage engendre la misère. Cette éducation paradoxale, mêlant dépenses somptueuses et frugalité extrême, forge chez John une obsession pour l'argent. Le pasteur baptiste local renforce cette conviction en enseignant que s'enrichir est un devoir religieux, à condition d'éviter les dépenses ostentatoires et de donner aux bonnes œuvres. À l'école, John se révèle être un élève discret, mais travailleur avec une affinité naturelle pour les chiffres. Après les cours, il aide sa mère à tenir les comptes de la maisonnée. Pour gagner de l'argent, le jeune John travaille dans l'esferme voisine et gagne 37 centimes par jour. En économisant chaque centime, il se constitue une petite épargne si impressionnante qu'à l'âge de 11 ans, il peut accorder un prêt de $50 à un voisin. Cette somme représente aujourd'hui plus de $2000 actuels. John, appliquant les enseignements de son père, prête cette somme à un taux d'intérêt de 7%. Un an plus tard, il récupère ses $50 et $3,50 d'intérêt. C'est une véritable révélation pour lui. L'argent doit être un serviteur qui travaille pour vous et non un maître. Malheureusement, Devil Bill devient de plus en plus instable et pour échapper à la justice, il enchaîne les déménagements successifs. En 1853, John, âgé de 14 ans, est envoyé étudier à Cleveland. Malgré l'instabilité familiale, son intérêt pour les chiffres ne faiblit jamais et il excelle toujours en arithmétique à l'école. Quand son père manque d'argent, John lui prête volontiers, mais toujours avec des intérêts calculés. Si cette histoire vous passionne autant qu'elle me passionne, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne et me permet de continuer à vous raconter ces destins extraordinaires. Maintenant, continuons avec cette légende fascinante. En 1855, coup de tonnerre, Devil Bill s'installe définitivement avec sa maîtresse, abandonnant sa famille. En tant qu'aîné des garçons, c'est à John qu'incombe la responsabilité de subvenir aux besoins de toute la famille. John a à peine 16 ans et est loin d'avoir terminé l'école, mais il doit se former rapidement à un métier qui rémunère. Pour $40, une somme conséquente, John suit une formation accélérée de 10 semaines pour apprendre la comptabilité et les règles bancaires. Diplômé en poche, il fait la tournée des employeurs 6 jours par semaine pendant 6 semaines de recherche acharnée. Il déclare plus tard « Je travaillais tous les jours sur mon entreprise, l'entreprise de trouver du travail ». Le 26 septembre 1855, il est enfin embauché par une maison de commission nommée Hewitt & Tuttle. Cette maison sert d'intermédiaire entre les producteurs agricoles d'un côté et les acheteurs grossistes de l'autre. John célébrera cette date tous les ans jusqu'à sa mort car c'est l'anniversaire du début de sa carrière. Son sens du détail fait gagner beaucoup d'argent à Hewitt & Tuttle. Il est méticuleux dans son travail, arrive chaque jour à 6h30 du matin et reste après 22h. Quand ses employeurs lui demandent d'aller collecter les dettes, John harcèle froidement les mauvais payeurs comme s'il s'agissait de son propre argent. Les 3 premiers mois, John gagne seulement 50 centimes par jour, mais il sait qu'il est en train d'apprendre. En janvier 1857, l'associé Tuttle quitte l'entreprise et John se retrouve promu au rang de comptable en chef. À 17 ans, il gagne désormais $500 par an. Mais cette promotion lui laisse un goût amer car Tuttle gagnait $2000 par an pour le même travail. En parallèle de son travail déjà prenant, John monte une petite activité de négoce.
Néanmoins, l'économie est en pleine récession et la guerre de Crimée vient à peine de prendre fin. Cette activité secondaire devra rester un simple hobby jusqu'à ce que la conjoncture s'améliore. En 1858, une opportunité frappa à la porte de John sous la forme d'un immigré anglais. Maurice B. Clark, à l'origine simple jardinier, a fui les justices anglaises après avoir frappé son employeur. Il a rencontré John durant sa formation de comptable et maintenant il cherche un associé. Grâce à sa discipline budgétaire quasi mystique, John a réussi à mettre 800 $ de côté. Selon les calculs actuels, cela représente entre 30 000 et 100 000 $ d'aujourd'hui. Le problème est que Clark apporte 2 000 $ à l'affaire et exige que John investisse à part égale. John est alors forcé de se tourner vers son père vieillissant qui ne lui fait pourtant aucun cadeau. Devil Bill accepte de lui prêter 1 000 $ mais à une condition, un taxe d'intérêt de 10%. Coincé, John accepte et à seulement 18 ans, il devient enfin le cofondateur de sa propre maison de commission, Clark & Rockefeller. La première année, ils font 4 400 $ de bénéfices. John Rockefeller vient de tripler ses revenus en une seule année. Un an plus tard, ils sont rejoints par un troisième associé, George Gardner, qui descend de l'aristocratie locale. Pour Clark, ce nom prestigieux va donner encore plus de crédibilité à la maison de commission. La décision est prise de retirer le nom de Rockefeller de la plaque et la société devient Clark, Gardner & Company. John vit cette décision comme une profonde injustice et une humiliation personnelle. Au-delà de l'aspect émotionnel, il y a une différence fondamentale de philosophie entre Rockefeller et ses associés. John réfléchit en adulte responsable et austère tandis que Clark et Gardner veulent flamber et dépenser. Malgré ces tensions, les affaires sont florissantes et elles vont l'être encore plus grâce à la guerre qui va déchirer le pays. Le 12 avril 1861, la guerre de sécession est officiellement déclarée. John est profondément opposé à l'esclavage et il est tenace de combattre, mais sa priorité, ce sont les affaires. Pour 300 $, il embauche un remplaçant cuit, ira se battre à sa place, une pratique courante à l'époque. Débarrassé de ses obligations militaires, John peut se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, et sa mission divine de gagner de l'argent. La guerre fait exploser la production industrielle car il faut de la nourriture pour les soldats, des uniformesettes, des munitions. Les États du Nord investissent massivement dans les télégraphes, les moissonneuses, les machines à coudre, les mines de charbon et surtout dans le chemin de fer. Le gouvernement octroie des dizaines de concessions aux compagnies ferroviaires pour accélérer le transport du fret. Sans le savoir, il développe l'infrastructure sur laquelle John va construire son futur empire. En 1862, Clark Gardner & Company fait 17 000 $ de bénéfices. John vient encore une fois de tripler ses revenus annuels. L'entreprise déménage dans des locaux plus grands et John réussit à exclure George Gardner de l'entreprise définitivement. À partir de là, tout va s'accélérer car un nouveau personnage s'apprête à entrer dans l'arène. Pendant la première moitié du 19e siècle, deux ressources portent l'industrie américaine, le charbonnet et l'huile de baleine. Le charbon permet de se chauffer et de faire tourner les machines à vapeur. L'huile de baleine sert de lubrifiant et surtout de combustible d'éclairage pour les maisons et les usines. Le problème est qu'entre la surpêche et la hausse de la demande, l'huile de baleine coûte de plus en plus cher. Les Américains modestes sont donc contraints de s'éclairer à la bougie, tandis que le budget éclairage des usines explose. Mais il existe une alternative prometteuse, le kérosène de pétrole. Nous sommes en 1863 et le chimiste Samuel Andrews est persuadé que les kérosènes est l'énergie du futur. Andrews harcèle Clark pour obtenir de l'argent, mais Clark refuse catégoriquement. Non seulement il n'est pas un enthousiaste du kérosène, mais surtout, l'entreprise a très peu de liquidités, car John a pris l'habitude de recourir à l'emprunt pour financer la croissance. Entre les loyers, les salaires, les avances et les emprunts, Clark et Rockefeller n'a que 250 $ de cash disponible. Mais quand Samuel Andrews frappe à la porte de John Rockefeller, ce dernier voit une nouvelle opportunité de s'enrichir. Clark et Rockefeller s'associent à Andrews et font entrer au capital deux nouveaux associés, les deux frères de Clark, James et Richard. Les 5 associés fondent leur première raffinerie nommée Excelsior Works dans la banlieue de Cleveland. John a choisi le site car il sait qu'une ligne de chemin de fer va bientôt desservir la zone. C'est donc un excellent emplacement pour faire jouer la concurrence entre les péniches et le train et obtenir le meilleur tarif pour le fret.
À cette époque, le raffinage de pétrole est le nouveau Far West avec des aventuriers qui ouvrent des raffineries en espérant faire des profits sans effort. Mais John fait la chasse au gaspillage avec des tactiques contre-intuitives pour l'époque comme est l'internalisation des coûts. Excédé par un artisan plombier qui essaie de les escroquer, John ordonne qu'on embauche un plombier en interne. Ce dernier est chargé d'acheter les tuyaux en gros et de les assembler lui-même pour économiser. Les barils nécessaires au transport du pétrole coûtent trop cher, alors la raffinerie achète du bois en grosset, fabrique les siens. Mais là où Rockefeller va vraiment écraser la concurrence, c'est sur la gestion des déchets. À l'époque, sur 100 litres de pétrole raffiné en kérosène, 40 litres sont perdus dans la transformation. Là où ses concurrents voient du déchet, John y voit de l'or à exploiter. Il fabrique de la vaseline, du goudron, de la paraffine et de la naphtaline avec les résidus. Même les restes d'acide sulfurique utilisés pour le raffinage sont transformés en fertilisants. Résultat, la raffinerie Excelsior Works est infiniment plus rentable que toutes les raffineries concurrentes. Mais en coulisses, les tensions s'accumulent entre les frères Clark et Rockefeller. De 10 ans plus âgé que John, Maurice Clark l'a toujours pris de haut en le considérant comme simple comptable et pas un entrepreneur. Cette vision est aussi condescendante qu'erronée car c'est bien Rockefeller qui porte l'entreprise sur ses épaules. En plus de sa gestion optimisée au centime près, John n'hésite pas à participer aux tâches les plus ingrates. Chaque jour, il se rend à la raffinerie aux aurores et donne un coup de main aux manutentionnaires qui assemblent les barils. Mais le véritable cœur de leur divergence est le marché du pétrole lui-même. Ce marché est chaotique et aucune régulation n'existe à cette époque. Un nouveau gisement découvert et les prix s'effondrent brutalement. Un puits se tarit et les prix s'envolent de manière spectaculaire. Au début de la guerre, le prix du baril oscille entre 10 cents et $1. En 1864, il varie du simple au triple en passant de 4 à $12. Maurice Clark y voit un danger, mais John Rockefeller y voit une opportunité en or. En bon capitaliste, il veut recourir à l'emprunt pour développer plus rapidement la raffinerie. Le problème, c'est que les frères Clark restent majoritaires et peuvent bloquer les décisions de John Rockefeller. Lors d'une dispute violente, les 5 associés décident de dissoudre une bonne fois pour toutes leur partenariat. Les parts de la société sont vendues aux enchères publiquement. Mais ce que les frères Clark ignorent, et que John Rockefeller s'est allié à Samuel Andrews. Ensemble, ils ont levé des fonds auprès des banquiers locaux en prévision du rachat stratégique. Le jour de la vente, les enchères s'envolent de manière spectaculaire. L'enjeu est de taille car en seulement 2 années d'existence, la raffinerie Excelsior est devenue la plus grande raffinerie de Cleveland. Après un combat acharné, John remporte la raffinerie pour $72 500. C'est l'équivalent du $1 400 000 d'aujourd'hui. Nous sommes en 1865 et John Rockefeller a 26 ans. Pour la première fois de sa carrière, son nom trône enfin en tête sur l'enseigne de l'entreprise Rockefeller Andrews. En 1867, toujours obsédé par la croissance et toujours à la recherche de capital, il fait entrer une nouvelle associée nommée Henry Flagler. Flagler a une solide expérience dans le négoce, mais en réalité, il n'a pas de capital propre. Le véritable apporteur de fonds est Stephen Harkness, demi-frère d'Henry Flagler. Harkness est prêt à investir $100 000 dans l'affaire de John, à condition qu'Henry Flagler le représente. C'est une excellente association pour John Carr avec Henry. Il a enfin trouvé un partenaire à sa hauteur. Dès son arrivée dans l'entreprise, Flagler négocie en secret 30% de remise auprès de la compagnie ferroviaire Lakeshore Railroad. Si l'accord est secret, c'est parce que les compagnies ferroviaires sont régulées par l'État fédéral américain. Elles sont libres de choisir leurs tarifs, mais elles ont l'obligation d'appliquer ce tarif à tous les clients sans discrimination. Ce système de remise dont profite Rockefeller est donc totalement illégal. Mais la Lakeshore Railroad ne veut pas se priver de la manne financière que représente le partenariat avec Rockefeller. C'est le début d'une frénésie de négociations secrètes pour asphyxier les raffineries concurrentes. En 1870, Rockefeller, Andrews et Flagler deviennent la Standard Oil Company. Pour Rockefeller, le pétrole est un cadeau de Dieu et le kérosène est une solution aux besoins de l'humanité. Standard Oil produit le meilleur kérosène du monde au prix le plus bas possible avec des standards de qualité inégalables.
D'où le nom Standard Oil qui reflète cette excellence. Le problème, c'est que depuis la fin de la guerre de sécession, le marché du pétrole est en crise de surproduction. D'un côté, des chercheurs d'or noir qui continuent de creuser des puits en espérant devenir millionnaires. De l'autre, des raffineries habituées à des profits mirobolants sans le moindre effort. Aux yeux de Rockefeller, la situation est une bombe à retardement. Même si son business est florissant aujourd'hui, il craint un effondrement systémique demain. Alors Rockefeller va se transformer en véritable chirurgien et opérer le système tout entier de ses propres mains. En 1871, Rockefeller s'associe au chemin de fer pour créer un cartel nommé la South Improvement Company. Un cartel est une entente entre plusieurs concurrents du même secteur qui veulent fixer les prix du marché. Dans le cas de la SIC, il s'agit d'une entente entre les raffineries et les 3 principales compagnies ferroviaires du Nord. Côté raffinerie, Standard Oil contrôle déjà 10% du marché américain. Leur levier de négociation sur les compagnies ferroviaires est absolument délirant. Pour garantir des revenus stables au chemin de fer, Standard Oil s'apprête à répartir équitablement son fret entre les 3 compagnies. En contrepartie, les compagnies s'engagent à louer les camions-citernes de la Standard Oil. Elles s'engagent aussi à doubler les prix du fret pour toutes les raffineries extérieures au cartel. De plus, pour chaque baril concurrent transporté, $60 sera reversé à la Standard Oil. Le coup de grâce est que les compagnies ferroviaires acceptent de faire de l'espionnage industriel pour Standard Oil. Elles lui fourniront toutes les informations qu'elles possèdent sur les autres raffineries, les trajets, les volumes transportés et les dates d'expédition. Mais en février 1872, coup de théâtre, un informateur anonyme fuit l'accord secret. Les producteurs de pétrole se mettent en grève et les raffineurs concurrents vandalisent les citernes de Standard Oil. Mais au lieu de capituler, Rockefeller retourne la polémique à son avantage. Il sait que 90% des raffineries sont déficitaires et qu'elles sont terrorisées à l'idée que Standard Oil puisse bénéficier de remises sur le fret. John se lance alors dans une vague de rachats sans précédent. C'est ce qu'on appellera plus tard le massacre de Cleveland. La majorité des raffineries jettent l'éponge face à l'impuissance de Rockefeller. Les raffineries qui veulent résister essaient d'emprunter pour survivre, mais à leur grande surprise, aucune banque ne leur accorde de prêt. Avant de lancer son offensive, Rockefeller a bien sûr offert des parts de Standard Oil à tous les banquiers de la ville. Résultat, en 2 mois, Standard Oil rachète 22 raffineries sur 26 à Cleveland. À seulement 33 ans, John Rockefeller contrôle déjà 25% du raffinage américain. Ses parts de la Standard Oil en font officiellement un millionnaire en dollars de l'époque. Mais l'année suivante, l'économie mondiale sombre dans le chaos total. La banque J. Cook fait faillite à cause de ses investissements dans LA Northern Pacific Railway. C'est le jeudi noir et le prix du baril s'effondre à 40 centimes. Dans certaines régions des États-Unis, le pétrole vaut moins cher que l'eau. Mais cette crise n'est pas la première que Rockefeller traverse et comme toujours, il la voit comme une opportunité. Standard Oil dispose de 2 avantages majeurs face à cette crise économique. Le premier est l'optimisation car grâce à l'obsession de Rockefeller pour l'économie du moindre centime, ses raffineries résistent à l'effondrement des prix. Le second est le levier du capital car Rockefeller réduit les dividendes de Standard Oil afin de dégager des réserves de cash. Avec cet argent, il continue de racheter les raffineries qui font faillite un peu partout dans le pays. John de Rockefeller accomplit alors sa mission divine en éliminant les raffineurs les plus faibles et en renforçant la santé du secteur. Cela permet aux consommateurs de s'éclairer à bon marché avec un kérosène de qualité exceptionnelle. L'année suivante, il investit massivement dans les pipelines de transport. L'enjeu est double, disposer d'une alternative aux frais ferroviaires et bien sûr, limiter l'accès des concurrents à ces pipelines stratégiques. Résultat, à l'été 1874, Rockefeller contrôle déjà 36% du transport via pipeline. La Standard Oil paraît inarrêtable dans sa conquête du marché. En 1879, la compagnie contrôle 90% du transporté du raffinage du pétrole américain. En 1880, elle est valorisée à 3 500 000 $, l'équivalent de 210 millions de dollars aujourd'hui. La compagnie se diversifie et commence même à faire ses propres forages pétroliers.
Et cette croissance folle, Rockefeller ne la voit pas d'un bon œil car Standard Oil est basé à Cleveland, mais l'entreprise a 40 filiales réparties à travers tout le pays. Or, dans un pays décentralisé, chaque État possède sa propre législation. Un État peut alors taxer les entreprises venues d'un État voisin, voire leur interdire d'exercer sur son territoire. Pour Rockefeller, cette contrainte fait de Standard Oil une géante aux pieds d'argile. Le 2 janvier 1882, John Rockefeller crée le Standard Oil Trust. Un trust n'est pas une entreprise, mais un contrat de transfert de gestion. Les 37 actionnaires les plus importants de Standard Oil et de ses filiales confient la gestion de leur part à un petit groupe de 9 personnes. John de Rockefeller, évidemment, son frère William, son associé Henry Flagler et 6 autres fiduciaires de confiance. L'entreprise Standard Oil est ensuite séparée en 7 entités différentes, une pour chaque État où l'entreprise est présente. Officiellement, on a donc des entreprises indépendantes qui opèrent chacune dans leur État respectif. En réalité, les 9 fiduciaires agissent en tant que conseil de direction clandestin de la Standard Oil. Pour Rockefeller, il ne s'agit pas seulement de contourner la loi, mais de transformer ses associés en missionnaires. Les employés sont encouragés à acheter des parts de Standard Oil, puis de les confier au trust. Rockefeller le voit comme le cercle vertueux du capitalisme populaire. Les employés investissent leur énergie et leur argent dans sa croisade pétrolière et en retour, John Rockefeller les enrichit. C'est le début d'une longue période de prodigalité pour Standard Oil car de 1882 à 1906, l'entreprise reversera 65% de ses bénéfices sous forme de dividendes. Rien ne peut arrêter la croisade et Standard Oil possède un monopole sur le secteur pétrolier américain mais pas que. 50% du pétrole mondial est entre les mains d'un seul homme et cet homme s'appelle John de Rockefeller. Cette hégémonie est brièvement menacée par le pétrole russe, moins cher que le pétrole américain. Standard Oil attaque alors le marché avec sa férocité habituelle. En plus de faire pression sur les transporteurs, Lockheed Martin, l'entreprise corrompt les ingénieurs d'un concurrent pour saboter le kérosène rival. John de Rockefeller va conquérir le monde et accomplir sa mission divine quel qu'en soit le prix à payer. Mais la plus grande menace pour l'empire Rockefeller est l'État américain lui-même. La puissance de Standard Oil fait jaser dans tout le pays. En 1890, le sénateur de l'Ohio, John Sherman, fait adopter le Sherman Antitrust Act. Le texte interdit à la fois les monopoles et les ententes illicites qui restreignent le commerce comme les cartels. Le trust de Rockefeller coche bien sûr les 2 cases de cette législation. C'est le début d'un chassé-croisé avec les autorités qui va durer des années. Après 2 ans de bataille juridique, en 1892, l'État de l'Ohio obtient la dissolution du trust. En réponse, Rockefeller crée maintenant une holding au New Jersey et se pense tranquille. Mais le combat est loin d'être fini car en 1904, la journaliste Ida Tarbell publie une enquête de 900 pages sur les pratiques de la Standard Oil. Son mobile est personnel car son père a été ruiné pendant le massacre de Cleveland enclenché par John de Rockefeller. Le scandale secoue les États-Unis et cette fois, c'est l'État fédéral qui attaque la holding Standard Oil au nom de la loi antitrust. On est en 1909 et après 15 mois de procès, la Cour décide la dissolution de la holding. Rockefeller fait appel mais en 1911, la Cour suprême entérine la dissolution définitive. Standard Oil est découpé en 39 sociétés indépendantes. Certaines existent encore aujourd'hui comme Chevron, Exxon et Mobil. On pourrait croire que la légende de John de Rockefeller s'arrête là et effectivement, il décide de se retirer des affaires pour se concentrer sur la philanthropie. À ce stade, Rockefeller n'est pas encore milliardaire, mais à 62 N, sa fortune est évaluée à 180 millions de dollars. Le secret de John est encore et toujours le même, le capital et la patience. Il possède 25% de Standard Oil et en conséquence, l'État lui accorde 25% de chacune des sociétés créées lors du découpage. L'arrivée du moteur à explosion crée un débouché pour l'essence, jusqu'ici considéré comme un déchet du pétrole. En 1913, le patrimoine de John de Rockefeller est évalué à 900 millions de dollars. Un an plus tard, la Première Guerre mondiale fait exploser la demande de pétrole de manière spectaculaire. En 1916, à l'âge de 77 ans, Rockefeller devient le premier milliardaire de l'histoire grâce à son portefeuille d'actions. Ce milliard de dollars de l'époque vaudrait aujourd'hui 29 milliards de dollars.
Mais si on exprime cette fortune en part du PIB possédé, en réalité, elle s'élèverait à plus de 435 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est évidemment largement plus que Jeff Bezos, Bernard Arnault ou encore Elon Musk réunis. En 1934, il transmet la gestion de son patrimoine à UN Nouveau Trust Legal, cette fois-ci qui gère encore aujourd'hui le patrimoine de ses nombreux descendants. Une dynastie parmi les plus puissantes du monde qui continue de forger l'histoire. Un des petits-fils de John de Rockefeller deviendra même le vice-président des États-Unis. Cet empire n'aurait jamais existé sans l'obsession hors du commun de John pour chaque centime économisé. Mais il n'aurait jamais existé non plus sans la technologie de son époque, le pétrole, le télégraphe et les chemins de fer. Aujourd'hui, le secteur pétrolier est caduc et réservé aux grands groupes industriels qui peuvent investir des milliards pour créer de nouvelles entreprises. Il est pour ainsi dire impossible de voir une nouveau Rockefeller apparaître dans le pétrole traditionnel. Le nouveau Far West d'aujourd'hui est l'intelligence artificielle. C'est là que se construit peut-être la prochaine dynastie Rockefeller avant que les régulations et le coût d'investissement ne réservent le secteur à une élite fortunée. Personne ne connaît encore le prochain Rockefeller. Et qui sait, c'est peut-être vous qui écrivez cette histoire. Voilà comment un enfant pauvre issu d'une famille brisée est devenu l'homme le plus riche de tous les temps, prouvant que la discipline, la vision et une mission peuvent transformer n'importe qui en légende. Alors qu'allez-vous faire de cette inspiration ?